Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Alors vous le savez, nous sommes à la veille de Shavuot. On s'est dit que ce serait sympa d'aller faire un petit tour dans les étables israéliennes et parler de ces vaches si célèbres pour leur production de lait, puisque c'est les vaches qui donnent le plus de litres de lait au monde. Pour en parler, un professionnel, il s'appelle Naftali Françou pour les intimes Caïn. On est ravis de l'accueillir parce qu'il a dirigé une étable pendant très longtemps au kibbutz Sde Eliaou et il est aujourd'hui on va dire, il fait du commerce de bétail. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Naftali. Bonjour. Cathy. C'est Cathy, c'est pas grave. On dit Françou ou Naftali, alors qu'est-ce qu'on dit? C'est comme vous voulez. Bon, alors, les vaches, ça vous connaît, et ça vous connaît de père en fils, parce que je crois que lorsque vous êtes, avant d'arriver en Israël, déjà dans l'enfance, vous travailliez avec votre père dans... C'est pas seulement excuse de vous interrompre, c'est pas seulement dans l'enfance, mais si je remonte 4 ou 5 générations, disons 4 générations avant moi, mes arrière-grands-parents et des deux côtés de la famille étaient déjà dans le bétail. C'est incroyable. Donc, lorsque vous êtes arrivé au kibbutz, ça a été... Comme je suis moitié alsacien et lorrain, on était ce qu'on appelle en France BMS Entler. Ok. Pour ceux qui connaissent, je pense que ça rappellera des souvenirs. Exactement. Alors, ces vaches israéliennes, ces vaches laitières, qui font baver d'envie le monde entier, c'est quoi le secret? Pourquoi elles produisent autant de lait? Il y a plusieurs secrets. D'abord, il faut un tout petit peu d'histoire sur les vaches israéliennes. Les premières vaches qui sont arrivées ici au kibbutz, c'était des vaches damasciennes qui sont venues de Syrie ou de Jordanie. C'est des vaches qui donnaient très peu de lait. Et ces vaches, on les a inséminées avec des taureaux hollandais au début. Et après, on les a inséminées avec des taureaux Holstein. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les vaches qui restent, ils ont toujours un tout petit peu peut-être de sang damascien, et c'est ce qu'on appelle les Holstein. La Holstein est la vache qui donne le plus de lait au monde. Et du fait de la génétique, et en fait de les suivre comme on les fait en Israël, on a amélioré leur potentiel génétique, ce qui fait que, c'est ce qui fait que si elles étaient à 8500 litres ou 9000 litres de lait il y a 50 ans, aujourd'hui elles sont à plus de 12 000 litres de lait. Quand à l'heure actuelle, on essaie d'améliorer deux choses, parce que le lait... Alors attendez, juste avant de continuer de parler de ce qui fait qu'elles sont si particulières ces vaches, quand vous dites on améliore leur potentiel génétique, ça veut dire quoi? Comme je vous ai dit, je dirais, les vaches sont très suivies. Alors, on leur fait des tests. Tous les mois, il y a un contrôle laitier des vaches. On contrôle combien ils ont de lait, combien ils ont de taux butineux et combien ils ont combien ils ont de matière grasse et combien ils ont non pas de cellules, combien ils ont de... Vous pouvez dire le mot en hébreu, peut-être que... Chelbon. De protéines. De protéines, oui, je l'ai dit tout à l'heure, maintenant ça m'a perdu. De temps en temps, ça me perd. De protéines. Et aussi, combien ils ont de taux, pas seulement de taux bituneux, mais aussi de vérifier si leur lait est de cellules. Les cellules, c'est ce qu'on appelle dans le lait, ce qui donne un lait de meilleure qualité au plus de qualité. Quand on parlera après comment on paye le lait, alors je vous le réexpliquerai. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas diminuer la quantité de lait, disons de liquide, et d'améliorer le taux de bituneux et le taux de protéines. Ok. Alors donc on améliore par la génétique, d'accord. Donc ça on a compris. Donc ce qui fait déjà. On a amélioré ça. Il y a plusieurs choses. C'est pas la seulement. La génétique c'est une chose. La nourriture c'est la deuxième chose. Le suivi des vaches c'est la troisième chose. Si par exemple une vache donne à l'heure actuelle en moyenne dans une étape 39 litres de lait par jour, disons, c'est à peu près ce qu'il y a aujourd'hui, parce qu'avec la chaleur c'est un peu baissé,
ou 40 litres. Il y en a une qui donne que 20 litres de lait. Parce que 20 litres de lait, quand j'étais jeune et qu'on achetait des vaches en France, une vache qui donnait 20 litres de lait, c'était beaucoup. Ici, une vache qui donne 20 litres de lait, je m'excuse de vous dire, elle a plus de raison de rester dans l'élevage. Vous voyez, c'est ça qui a aussi amélioré le nombre, le lait qu'il y a aussi, la sélection aussi. Et ça améliore aussi. Si on enlève les moins bonnes, c'est certain qu'on aura beaucoup plus de lait. Bien sûr, mais alors, quand on parle de conditions de vie, on a l'impression qu'une vache, pour donner du lait, doit paître dans les prés, doit être à l'air libre, etc. C'est pas du tout le cas en Israël. Non, les vaches ici, on pourrait leur arracher toutes les dents, parce que les dents servent en réalité à brouter l'herbe. Ouais. Une vache n'a des dents que du haut. Et ce qui sert, ils n'ont pas besoin de brouter. On leur apporte la nourriture fraîche tous les jours. Il y a aussi on leur apporte la nourriture à peu près 3 fois par jour. Elles ont 0 pâturage, ces vaches. Elles ne sortent jamais. Elles savent pas ce que c'est. Quand il y a une porte qui est ouverte, il faut voir comme elles sont heureuses de se sauver. Il y a quelques années, les vaches se sont sauvées de l'étable un samedi matin. Elles sont arrivées jusqu'au Beth Knesset. Ok, et c'est sain pour nous qui consommons le lait d'avoir Le lait n'a aucune différence. Aucune différence. Non, il y a peut-être une différence, c'est que dans l'herbe naturelle, il y a peut-être des fleurs ou d'autres choses qui donnent un goût au lait. Et je vais vous expliquer simplement par paradoxe, mais une petite histoire. Un jour, les Canadiens ont acheté une laiterie en Suisse avec non seulement la laiterie, avec comment on fait du bon emmental. Ils l'ont amené au Canada. Ils ont donné une autre nourriture que ce que les vaches mangeaient. L'emmental n'avait pas le même goût. Alors ils ont été chez les Suisses, ils leur ont dit comment ça se fait que ça n'a pas le même goût. Ils disent écoutez, nos vaches, elles pâturent à 2000 mètres d'altitude, c'est une autre. Il y a des fleurs, il y a d'autres choses qui donnent un goût au lait. D'accord. Voilà, on comprend que, à part peut-être les vaches qui doivent se languir de l'extérieur, ça ne change rien sur le goût du lait. Enfin, un petit peu, ça change le goût du lait peut-être, mais en tout cas, ça ne change pas la qualité du lait. En tout cas, pour nous, les humains qui le consommons, pour nous, ça ne change rien. Maintenant... Non, la qualité du lait en Israël est très forte, parce que je vous dis qu'on paye le lait d'après le nombre de cellules qu'il y a et autre chose, que c'est très important de savoir que le lait il y a aussi beaucoup de vérifications pour qu'il ne reste pas d'antibiotiques ou d'autres choses dans le lait. Donc ça, c'est assez important. Alors maintenant, il y a une autre spécificité pour les vaches israéliennes, c'est qu'elles prennent la douche, ces vaches. Ah oui. Bon, ça c'est non seulement elles prennent la douche, mais dans toutes les étables, il y a des ventilateurs au plafond pour essayer en été, il y a il y a un plus besoin de lait qu'en hiver, et pour qu'il y ait quand même assez de lait qui soit produit en été, on les douche, par exemple, à Sderot, les vaches vont 9 fois par jour à la douche avec la traite. 3 fois, elles sont traites 3 fois par jour. 3 fois, elles reçoivent la douche, et entre les traites, ils ont encore droit à 2 douches. Qui fait qu'elles sont douchées 9 fois par jour pour leur baisser la température du corps, pour qu'elles ne souffrent pas, pour qu'elles ruminent, même quand il fait chaud. On les voit à la douche qui toutes ruminent leur chewing gum, qu'elles ruminent, et ce qui fait qu'elles baissent beaucoup moins la quantité de lait que normalement une vache devrait baisser entre été et hiver. C'est assez impressionnant parce que 9 douches par jour, ça paraît énorme. Oui, c'est énorme, c'est beaucoup de travail, mais c'est la seule solution pour pouvoir faire du lait, disons, de conserver une certaine quantité de lait pendant l'été. Voilà, c'est aussi un des Si on ne secrets. les douchait pas, je pense elle donnerait à peu près entre 5 et 6 litres de lait de moins par jour en été. Ouais, c'est assez impressionnant. Donc, 5 ou 6 litres, c'est je suis pas certain, mais enfin, c'est certainement possible.
Ok, alors évidemment, nous sommes la Startup Nation, tout le monde en parle, et il faut croire que la technologie a aussi débarqué dans les étables et a changé la vie des vaches. Oui, la vache, la pauvre vache, non, je dis la pauvre vache, elle peut pas faire de bêtises, elle n'a pas le droit de faire un faux pas. Directement, on sait exactement ce qu'elle a. On peut, à toute heure du jour, vérifier. On voit son graphique, c'est comme ça qu'on dit en français? Oui. Son graphe sur l'ordinateur, combien elle a donné de lait, quand est-ce qu'elle a descendu. On voit combien elle a ruminé par jour. Il y a même des appareils qui montrent quelle est la température de la vache. On vérifie ces cellules pendant les traites, ça dépend des systèmes. Et on vérifie quand est-ce qu'elle est en chaleur. On peut savoir exactement si elle a été en chaleur ou pas. À tant de jours, on la réinsémine. Et la vache, c'est vraiment une machine comme un robot qui doit produire du lait. Enfin, c'est surtout l'homme qui a mis un tas d'arsenal à sa disposition, un arsenal technologique pour observer et être là, en tout cas pour cette vache et pour augmenter son potentiel à tous les niveaux. Alors, il paraît qu'il y a en préparation une puce pour éviter, en tout cas, de vérifier cette fameuse température qui fait que... Oui, parce que la température du corps de la vache est très très importante pour qu'elle donne du lait. Alors, je vais vous poser une petite question, vous me répondrez si vous savez ou si vous ne savez pas. Quel est, à votre avis, ils ont 9 fois par jour une douche. Vers quelle heure la douche est la plus efficace, à votre avis? A priori, j'aurais dit midi, l'heure où il fait le plus chaud, mais ça ne doit pas être la bonne réponse. Non. Si ça avait été la bonne réponse, je ne vous aurais pas posé la question. Exact. Non, en réalité, ce qui est une des heures qui est les plus importantes, justement, la puce qu'on a parlé, qui doit vérifier la température de la vache, elle doit justement montrer à quelle heure la douche est la plus efficace. C'est vers le matin pour refroidir le corps de la vache qui arrive à la chaleur avec le corps le plus frais. En réalité, la douche, elles sont à peu près 3/4 d'heure à la douche, pas à peu près chaque douche. Et en réalité, elles sont douchées, mais toutes les 3 ou 4 minutes, l'eau s'arrête et il y a une ventilation très forte de 4 ou 5 minutes et encore une fois de l'eau. C'est pas une douche. L'eau est justement pour rentrer dans la vache. Quand je suis arrivé ici au kibbutz, j'ai été le premier en Israël à mettre sur les ventilateurs qu'il y a des gouttes d'eau, une pulvérisation d'eau pour les refroidir. En réalité, je rêve toujours, j'essaye de convaincre les gens de faire comme comme un tunnel pour les refroidir, qu'elles n'aient pas besoin de rester si longtemps debout. Comment leur descendre la température très très vite. À mon avis, il faut mettre de l'eau glaciale avec un très fort. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de mon avis parce qu'ils disent que si on leur descend trop vite, ça remontera très vite. Bon, enfin, en tout cas, on voit que c'est très technique les débats entre. On n'a pas l'impression les tables israéliennes. Si le prix du lait était plus fort et l'énergie moins chère, je pense que ça a déjà été essayé dans la Harava. Il y a une étable qui est complètement fermée avec des ventilateurs on les arrose très très faiblement. Donc aujourd'hui, j'imagine qu'un directeur d'étable doit être vraiment au point technologiquement parlant, sinon ça tient pas. Oui, il faut qu'il soit au point technologiquement parlant, mais disons que du point de vue technologique, on peut toujours une des plus grandes choses, c'est savoir demander à d'autres personnes de se faire aider. C'est sûr. Alors, comment se passe aujourd'hui votre nouvelle activité, parce que vous faites du commerce de bétail, donc il y a encore des choses à dire sur les vaches avant, vous me poserez à la fin. Bien sûr. Bon, disons que si vous voulez, pour rechercher un peu des chiffres, les vaches ont donné 62 015 vaches
étaient au contrôle laitier en Israël au mois d'avril. Elles ont donné 39 litres de lait par jour, par vache, avec de la matière grasse à 3,7, des protéines à 3,3 et des cellules à 257. Et le prix du lait, en réalité, n'est pas payé non seulement par la quantité, il est payé ce qu'il y a de plus de matière grasse. Je pense que c'est 3,5 le prix normal. Ce qu'on donne de plus, on a plus. Pareil pour les protéines. Et pour les cellules, si on a moins de 200 cellules par litre de lait, alors on a droit à une prime aussi. Une prime aussi. Le prix du lait était, simplement pour vous dire les problèmes des agriculteurs israéliens, le prix du lait était au mois d'avril de 1,93 shekel le litre à la sortie de l'étable, alors qu'il était en 2011 à 2,14 shekel le litre. C'est-à-dire une baisse de 21 centimes du litre de lait. Mais si on compare le prix du lait par rapport au prix du lait mondial, une seconde, le prix du lait mondial, par exemple, était, et ça c'est en euros, était en Italie du Nord 394 euros les 1000 litres. Et en Irlande, où le lait est le moins cher de tous les pays Europe, en Nouvelle-Zélande, de 319 euros 80 les 1000 litres. Et Müller en Allemagne, c'est eux qui ont ici Tara. Müller en Allemagne, ils ont payé 318,3 le litre de lait, quand en Irlande, on le paye 3,04. Est-ce que les agriculteurs ont beaucoup souffert pendant cette crise du coronavirus, Naftali? Non, au contraire, la demande de lait a été plus forte. Plus importante. Il y avait pas, disons qu'aujourd'hui, le gouvernement, pour essayer de baisser le prix aux consommateurs, importe beaucoup de fromage de Pologne ou d'autres choses. Mais pendant la période du coronavirus, il y a eu moins d'importations, ce qui fait que la demande israélienne a été plus forte. Est-ce que puisqu'on parle un peu commercial, est-ce que le fait que l'usine Tnuva ait été rachetée par les Chinois, est-ce que le fait que l'usine Tnuva ait été rachetée par des Chinois, eh bien la marque Tnuva, est-ce que ça a eu une incidence dans le travail J'ai essayé de me battre le plus possible pour expliquer aux agriculteurs que c'est la plus grande bêtise qu'ils puissent faire de vendre Tnuva. Parce qu'en réalité, c'est certain, les Chinois, ce qui les intéresse, c'est de gagner de l'argent. Si les agriculteurs israéliens ne gagnent pas, ça ne leur intéresse pas. C'est pareil. Mais ça veut dire il y a aujourd'hui beaucoup en Israël aussi. C'est dans toutes les choses, ce qu'on voit beaucoup, c'est du lait de boutique. Il y a beaucoup de petites laiteries qui fabriquent de très très bons fromages et d'autres choses. Alors, ça, on va dire que c'est un sujet... Expliquer peut-être une chose aux Français qui est très importante. Le camembert, quand on achète du camembert de Tnuva ou du camembert kasher, disons. Dans le camembert kasher, souvent, après une semaine ou deux, il devient très très fort. On arrive à peine à le manger. Et il y a quelques années, j'étais en France et j'ai essayé de chercher la raison. La raison, c'est que du point de vue kashrut, on utilise de la pectine chimique dans le kasher, quand dans le camembert normal ou dans tous les fromages qui sont fermentés, on utilise de la pectine animale. Voilà. Et la pectine animale a un certain temps qu'elle travaille. On sait exactement qu'après 5 jours ou 6 jours, enfin ça je ne sais pas exactement parce que aucun des fermiers n'a voulu me donner son... Après un certain temps, ça travaille et donc forcément il y a la pectine animale, après un certain temps, s'arrête. Alors que la pectine chimique, c'est très difficile de savoir le temps qu'elle peut agir. Être active. Bon, alors, juste pour terminer...
Oui, voilà, exactement. Pour terminer, Naftali, parce que c'est passionnant, on ne croirait pas tout ce qu'il y a à dire sur les vaches israéliennes, mais il y a beaucoup de choses à raconter et c'est vraiment génial de vous avoir en ligne pour ça. Aujourd'hui, vous vendez du bétail, en gros, et donc vous n'êtes plus cantonné à l'étable de Sdeijaou, vous faites le tour d'Israël. Oui, à peu près, oui. Donc vous voyez de grandes différences entre les différents élevages? Pas de grandes différences, mais on voit des différences par rapport au climat. Si par exemple demain je vais dans un des kibboutz qui est, à mon avis, un des plus beaux paysages d'Israël, à Touval. À Touval, il y a une très grande étable qui en réalité appartient à deux kibbutzim, Touval et Sassa. Et de là-bas, quand on est dans le Refet, on voit de Rosh Hanikra à Haïfa. C'est un des rares endroits où on peut voir de Rosh Hanikra à Haïfa. Et là-bas, les vaches, en été, souffrent beaucoup moins qu'ici dans les Mek Bet-Shan, où ce matin, par exemple, j'étais à Gilgal, où la semaine dernière, ils avaient 47 ou 48 degrés, et même les douches ne faisaient rien. Mm-hmm. Bon, en tout cas, voilà, on était ravis de vous avoir eu en ligne en cette veille de Shavuot où on va consommer donc a priori beaucoup plus de produits laitiers qu'à l'accoutumée. Est-ce qu'il y a une marque de lait que vous préférez? Il y a un fromage que vous pouvez nous conseiller? Ah, que vous conseillez? En réalité, c'est comme dans toutes les marques, ils ont chacun une autre spécialité. Exact. Bon, ça dépend. Ça, c'est une question de goût. Par exemple, moi, j'aime bien ce que Tara produit, par exemple, Muller, parce que c'est un fromage. C'est tous leurs yaourts, ils sont avec la technologie de Muller. Mais il y a d'autres personnes, ici à la maison, j'ai des petits-enfants, je leur remets Muller. Non, ça, c'est pas bon. Nous, on veut Tnuva. Donc, ça dépend des goûts. La seule chose qui est, à mon avis, que j'aime beaucoup, c'est le choco de Strauss de Yotvata. Bon, ben voilà, alors on a fait de la pub. C'est parce que les vaches vivent dans la Harava avec une autre sorte de lait ou une autre technologie. Enfin, vous savez, ça, c'est la nourriture, c'est chacun son goût. On peut aller manger Bien sûr. Bien sûr, on aura compris. Vous êtes française d'origine? Eh ben oui, parisienne d'origine. Qu'est-ce que les employés français parlent le lundi matin quand ils reviennent au bureau? Bon, je sais pas. Ah, vous posez une colle. Dans quel restaurant ils ont été mangés la veille pour conseiller à l'autre, c'est très bon, ils sont capables de faire 150 km pour aller manger le même bistrot Ouais. Alors, bon, les goûts, les couleurs. On est d'accord. Alors nous, en tout cas, on était ravis de vous avoir, Naftali, Françou, Caïn, parce que vous êtes un professionnel des vaches. Et puis, c'est vrai qu'on a vu nos vaches, on va dire, sous un autre jour avec vous. On a compris l'importance du climat. On s'en doutait, mais là, c'était vraiment assez édifiant. On n'imaginait pas le traitement que ces vaches auxquelles elles étaient soumises. Voilà, 9 douches par jour, c'est incroyable. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé d'elle et on vous souhaite plein de bonnes choses. Peut-être que vous viendrez nous voir au studio à Jérusalem ou à Tel Aviv. C'est quand vous voulez. D'accord, merci. Et bonne fête. À bientôt. Alors, à bientôt. Au revoir.